au centre du pays. Cette maison à gauche est inhabitée depuis 7 ans. Je ne sais pas où est la famille. Et là à droite, il y a une autre maison abandonnée depuis 4 ans. Et personne ne sait où sont les propriétaires. Et ici, encore 3 autres maisons abandonnées. Et celle-là aussi avec le portail noir. Ici, encore 4 autres. Je connaissais les propriétaires, mais je ne sais pas s'ils sont vivants ou s'ils sont morts. Nous sommes anéantis. Depuis le traité de libre-échange, nous ne pouvons nous en remettre qu'à Dieu. 7 octobre 1992. Les dirigeants du Mexique, des États-Unis et du Canada célèbrent la fin des négociations pour l'ALENA, l'accord de libre-échange d'Amérique du Nord. Free trade is the way of the future. Après avoir été approuvé par les parlements nationaux, l'accord est entré en vigueur le 1er janvier 1994. Il prévoit la libre circulation des biens et des services dans les 3 pays de la zone. El Tratado de Libre Comercio expresa el reconocimiento de nuestros pueblos a las nuevas condiciones de la economía mundial. Ampliará las economías de escala para los productores, aprovechando las ventajas comparativas de cada economía, favorecerá el crecimiento de México. Con el tratado, todos podemos ganar. État du Zacatecas, à 700 km au nord de Mexico. Comme les 3/4 des paysans mexicains, José et Hilda Servando cultivent un lopin de terre inférieur à 5 hectares. En ce jour d'octobre 2011, la sécheresse qui menace leur culture d'avoine exacerbe leur désespoir. Je ne comprends pas ce qui se passe dans les campagnes, ni ce que fait notre gouvernement. J'ai 52 ans et je me souviens de l'époque où vivait mon père. Il nous suffisait de cultiver une parcelle d'1,5 hectare comme celle-ci et nous pouvions vivre pendant toute l'année. Il nous restait de l'argent pour nous acheter des chaussures, un pantalon, un chapeau, un outil. Avec le traité de libre-échange, les produits qu'ils nous payaient 3 pesos ne valent plus aujourd'hui que 50 centimes. Ils payent très mal les haricots, le maïs. Les ventes ne nous permettent pas de nous procurer le nécessaire, comme la nourriture par exemple. Il y a des milliers de paysans qui ont abandonné leurs terres. Cette parcelle, par exemple, ça fait 6 ans qu'elle n'a pas été semée. Dans tout ce secteur, il n'y a plus aucune famille. C'est une tragédie. Quand Dieu nous aura rappelés à lui, tout sera à l'abandon ici. Avant l'ALENA, le Mexique était autosuffisant pour son alimentation, et notamment pour sa consommation de maïs, la plante sacrée des Aztèques, qui constitue l'aliment de base de la population. Pour soutenir la production nationale, le gouvernement menait une politique volontariste, taxes à l'importation, prix minimum garanti aux producteurs et accès au crédit bancaire. Au nom du libre-échange, toutes ces mesures ont été supprimées. Résultat, en moins de 20 ans, 3 millions de petits paysans ont quitté les campagnes. C'est probablement l'un des aspects les plus scandaleux de l'ALENA.
Les États-Unis ont été autorisés à maintenir non seulement leurs subventions, mais aussi certaines barrières douanières, notamment pour le riz et le sucre. Et c'est au Mexique, un pays très désavantagé dont l'économie représente une fraction de celle des États-Unis, la première puissance du monde, un pays aussi qui a de sérieux problèmes de pauvreté et de sous-développement. C'est pourtant au Mexique qu'on a demandé de réduire ces barrières douanières, de s'ouvrir totalement aux capitaux et investissements étrangers et d'éliminer les aides aux petits paysans. Depuis l'ALENA, le Mexique privilégie l'agriculture d'exportation comme le café, les fruits tropicaux ou les tomates cultivées sous serre. Contraint d'ouvrir ses frontières, le pays est envahi par le maïs des États-Unis qui représente aujourd'hui plus de 40% du marché national. Largement subventionné, le maïs exporté par le grand voisin du Nord est vendu au-dessous du coût de production, ce qui a entraîné un effondrement des prix au Mexique. Une aubaine pour les grands producteurs américains, comme ici dans le Nebraska, où la superficie moyenne des fermes est de 500 hectares. Professeure à l'université du Maryland, Julie Green a hérité de la ferme familiale. Elle a confié l'exploitation des cultures de maïs et de soja transgéniques à une entreprise qui s'occupe de tout, des semis à la vente des récoltes. Cet épi est parfait. Il est couvert de grains, y compris au milieu. Il est vraiment parfait. C'est vrai qu'il est beau. Depuis l'ALENA, la moitié de notre maïs est vendue à des pays étrangers, avec en tête le Mexique. Environ un quart, ou peut-être un tiers, sert de fourrage pour le bétail. Le reste part dans les usines de biocarburants. Les producteurs reçoivent des subventions pour le maïs, n'est-ce pas? Oui, le gouvernement subventionne l'agriculture. Actuellement, c'est $30 l'acre, soit la moitié de ce qu'il nous donnait il y a quelques années. Les paysans mexicains disent que les subventions représentent une distorsion du marché. Est-ce que vous comprenez leur colère? Oui, je comprends leur position. Mais bon, leur gouvernement achète notre maïs. Le marché est libre. Qu'est-ce que j'y peux? Négocié par l'administration de George Bush, l'ALENA avait été signé en grande pompe par son successeur Bill Clinton, un fervent défenseur du libre-échange. NAFTA means jobs, American jobs, and good-paying American jobs. NAFTA will generate these jobs by fostering an export boom to Mexico. There will be less illegal immigration because more Mexicans will be able to support their children by staying home. This is a very important point. José et Hilda ont 8 enfants. Les 5 aînés ont émigré clandestinement aux États-Unis après l'entrée en vigueur de l'ALENA. Ils étaient tous mineurs. Aujourd'hui, ils vivent sans papier au Texas, où ils ont fondé une famille. Voici ma fille aînée avec son mari. Et puis mon fils aîné avec sa femme. En attendant un improbable retour, José et Hilda habitent dans la maison que leurs enfants ont fait construire avec l'argent économisé aux États-Unis. C'était leur rêve de partir là-bas. Ils nous ont dit, on va y aller pour travailler. Et nous vous ferons construire une maison pour qu'un jour nous puissions tous être réunis. Ça fait 13 ans que je n'ai pas vu ma fille aînée, parce qu'elle n'a pas de papier. Les autres sont partis plus tard. C'est très difficile. Ça fait si longtemps que je ne les ai pas vus. Et j'aimerais tellement les revoir avant de mourir. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est fini.
Le traité de libre-échange nous a anéantis. Nous avons perdu l'espoir que ça change. Quand tu auras 15 ans, tu veux aussi partir là-bas? Oui. Pourquoi? Pour travailler. Il y a un lien entre l'ALENA et l'immigration illégale aux États-Unis. Pendant le débat sur l'ALENA en 1993, l'ALENA a été vendue comme le moyen d'éliminer l'immigration illégale, car les Mexicains étaient censés avoir de nouvelles possibilités de travailler dans leur pays. C'était une illusion quand on sait l'exode massif qui a frappé les petits paysans. Ils sont venus ici pour chercher une vie meilleure, car ils n'avaient pas d'autres alternatives. Ils apportent une contribution évidente à la société et à l'économie de notre pays. Cependant, au moment où on enregistre 9% de chômage aux États-Unis, l'immigration illégale est devenue un sujet très sensible qui crée des tensions. Depuis l'ALENA, chaque année, 500 000 Mexicains ont tenté leur chance au pays de McDonald's. Avec la crise qui frappe les États-Unis depuis 2008, l'exode s'est ralenti, mais les immigrés ont la vie de plus en plus dure. Comme ici à Fremont, une ville de 25 000 habitants située au cœur du Nebraska. Il y a 20 ans, il y avait 1% d'immigrés. Aujourd'hui, on compte 3 000 Mexicains. En juin 2010, la ville a défrayé la chronique en votant une loi contre l'immigration illégale qui interdit d'employer ou d'héberger des sans-papiers. Le texte a été déclaré anticonstitutionnel, mais depuis, les exilés rasent les murs. Alfredo Vélez est un Mexicain installé à Fremont depuis 35 ans. S'il parle, c'est qu'il a obtenu la nationalité américaine bien avant l'ALENA. Les hispaniques qui n'ont pas de papier ont peur d'être arrêtés, puis expulsés. Il y a une lutte entre les entreprises et le gouvernement. Le gouvernement veut expulser les sans-papiers, mais les entreprises veulent les embaucher car c'est une main-d'œuvre bon marché et très travailleuse. La majorité des immigrés mexicains travaillent comme ouvriers agricoles ou dans l'industrie florissante de la viande. À Fremont, l'usine de Hormel abat 10 000 porcs par jour. Aujourd'hui, la majorité de ses salariés sont d'origine hispanique. Spécialiste de l'histoire du travail, Julie Green a décortiqué la mécanique qui relie le maïs cultivé sur sa ferme familiale et les Mexicains travaillant chez Hormel. Elle rencontre deux opposants à la loi municipale contre l'immigration illégale. Hormel était une entreprise très prisée. Elle permettait de payer des études aux enfants, d'avoir une voiture et une maison confortable, car les salaires étaient très décents. Mais dans les années 90, après avoir cassé les syndicats à la fin des années 80, Hormel est allé recruter des ouvriers au Mexique pour travailler ici. Et les salaires ont baissé. Cela a créé des tensions entre les Blancs de la ville et les nouveaux immigrés. À qui profite l'ALENA? Ce sont les multinationales qui profitent de l'ALENA. La fuite des capitaux et la délocalisation représentent aujourd'hui une tendance importante de l'économie mondiale. Les capitaux recherchent de manière très agressive les travailleurs les moins chers, avec le moins de droits possible. Et quand je parle de droits, je veux dire les droits humains, les plus fondamentaux sur le lieu de travail. Leur but est de s'installer là où ils peuvent faire un maximum de profit. L'impact sur les travailleurs américains est énorme. Au bout du compte, nous sommes en train de revenir à la situation qui existait il y a un siècle.
Parmi les Mexicains sans papier, seuls Juan et Rosalita ont accepté de témoigner à condition que leur identité ne soit pas révélée. Après avoir travaillé chez Hormel, Juan a été embauché par un éleveur de bétail. Quant à Rosalita, elle a été licenciée après un accident du travail dans un abattoir de bovins. Nous sommes venus travailler les mains vides. Notre seul outil, c'est notre corps. Nous sommes venus louer notre corps et nous souffrons. Nous sommes jetables. L'être humain est jetable. Il t'utilise et une fois que tu ne sers plus à rien, il te jette. Il y en a toujours un autre pour prendre ta place. Il n'y a aucune loi pour te protéger. Tu ne peux jamais gagner contre une multinationale. C'est un cercle vicieux. À cause d'un traité de libre-échange, l'économie de notre pays s'est détériorée. Nous sommes venus dans le pays industrialisé. Nous nous tuons à la tâche. Et pour qui travaillons-nous? Pour des gens qui ont énormément de capitaux et qui exportent des aliments au Mexique. C'est un cercle vicieux. En 20 ans, les exportations américaines de bœuf, poulet et porc vers le Mexique ont quintuplé. Produite avec du maïs et du soja subventionnés, la viande est vendue 20% au-dessous de son coût de production. À l'instar des petits producteurs de maïs, de nombreux éleveurs mexicains ont rejoint les cohortes de l'immigration clandestine pour nourrir la machine infernale. Retour dans le Zacatecas. D'après le dernier recensement, il y a aujourd'hui plus de Zacatecanos vivant aux États-Unis qu'à l'intérieur de l'État. Dans les villages sont restés les femmes, les enfants et les anciens. Ils survivent grâce aux remesas, l'argent envoyé par leurs proches qui ont émigré de l'autre côté du Rio Grande. En 2007, les remesas ont rapporté 20 milliards d'euros au Mexique. Je voudrais vous poser une question. Qui a un parent qui vit aux États-Unis? Que ceux qui ont un fils, un frère, un beau-frère ou un père là-bas lèvent la main. C'est triste de voir que la majorité des femmes ici sont seules. Mais d'un autre côté, si nos maris étaient là, qu'est-ce que nous aurions à manger? De quoi pourrions-nous vivre? Nous allons à l'épicerie dès qu'arrivent les $100 et encore. Avant, c'était $100, mais aujourd'hui, ce sont au plus $50. Nous nous serrons la ceinture. Les femmes d'ici ont une situation très compliquée. Il y a l'absence du père qui n'est pas avec sa famille. Et puis, imaginez la douleur des pères qui ne voient pas leurs enfants grandir et ne peuvent pas les aider. Je voudrais poser une question par rapport au traité de libre-échange. Comment les paysans peuvent-ils s'organiser pour aller de l'avant? Il y a 1 600 000 Zacatecanos qui produisent des richesses aux États-Unis. S'ils produisaient ces richesses ici, au Zacatecas, nous aurions un Zacatecas différent. Je vais prendre un exemple. Au moment où nous récoltons les haricots, 120 000 tonnes de haricots entrent dans notre pays pour faire baisser le prix du fruit du travail d'un an. Qui a semé et produit ces 120 000 tonnes? Les Zacatecanos qui vivent aux États-Unis. La politique du gouvernement actuel, c'est de vider la campagne de ces paysans. C'est pourquoi nous devons dire, ça suffit, ne touchez plus à l'économie paysanne.
Ce fut un piège. Au début, beaucoup pensaient que le traité de libre-échange allait nous être bénéfique. L'argument, c'était que cela n'avait pas de sens d'acheter des aliments chers aux paysans mexicains alors qu'on pouvait les importer bon marché des États-Unis. Au bout du compte, on y gagnait puisque le coût des aliments importés était inférieur à l'argent envoyé des États-Unis par ceux qui avant produisaient les aliments. C'était une très bonne affaire. Le solde net était de 10 milliards de dollars par an. Il fallait donc continuer d'exporter des Mexicains et d'importer des aliments. Aujourd'hui, c'est fini, ce calcul ne tient plus, car les aliments que nous importons ne sont plus bon marché. Et l'argent envoyé par les Mexicains a considérablement diminué. En janvier 2007, le Mexique a connu les premières émeutes de la faim de son histoire. Du jour au lendemain, le prix de la tortilla, l'aliment de base de la population, a doublé. La crise n'est pas due à un manque de réserves, mais à la spéculation. Depuis l'ALENA, la distribution de maïs est contrôlée par des multinationales de l'agroalimentaire comme Maseca ou Cargill Monsanto. Anticipant sur la flambée des cours liés à la production de biocarburants aux États-Unis, les firmes ont gelé les stocks pour augmenter leurs profits. Depuis, le prix de la tortilla n'a cessé d'augmenter et 20 millions de Mexicains souffrent de la faim. America is where it should be, in the lead, setting the pace, showing the confidence that all of us need to face tomorrow. We are ready to compete, and we can win. Aujourd'hui, l'ALENA ne fait plus l'unanimité, y compris dans la classe politique mexicaine. C'est ce qu'a pu constater Olivier de Scutter, le rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, lors de sa visite officielle en juin 2011. 2 mois plus tôt, le Sénat avait voté une loi pour inscrire le droit à l'alimentation dans la Constitution. Quelle est la meilleure manière de rendre ce droit concret ? Bien sûr, la réalisation du droit à l'alimentation doit être progressive, car il faut du temps, une politique, des budgets et des réformes législatives pour pouvoir le mettre en place. Mais la faim ne peut pas attendre. Il faut rapidement prendre des mesures pour aller dans cette direction. Deuxièmement, un pays qui dépend des importations pour se nourrir est un pays très vulnérable. Si les prix des aliments sur le marché international augmentent brusquement et si le pays n'a pas développé sa capacité à se nourrir soi-même, il se retrouve alors dans une situation très difficile. Je pense qu'il faut développer les liens entre les producteurs locaux et les consommateurs des villes en soutenant les marchés paysans, en créant des circuits courts de distribution des aliments, en permettant aux petits paysans l'accès au marché et aux consommateurs, l'accès à une nourriture de qualité. La rencontre avec Olivier de Scutter a troublé les sénateurs, tous partis confondus. Pourtant, ils avaient tous approuvé le vote de l'ALENA 20 ans plus tôt. La cause principale du problème d'approvisionnement alimentaire dans le pays, c'est l'abandon des politiques publiques et de la responsabilité de l'État. L'État a adopté un modèle économique qui laisse au marché les orientations de la production et minimise la capacité d'action de l'État. Si nous donnons des subventions aux producteurs agricoles, nous violons les règles de l'ALENA. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ils ont totalement anéanti la campagne mexicaine. Nous avons dit publiquement qu'il fallait réviser l'accord de libre-échange pour que nous puissions inclure une clause qui nous permette de soutenir les petits paysans. Le Mexique peut se nourrir et l'ALENA n'est pas une fatalité. C'est la conviction de Celerino Pacotempa, un paysan du Guerrero dans le sud du pays. Il a créé une association Sansecan Tinemi, tous ensemble, en dialecte indien, qui compte 1800 familles. Converties à l'agriculture biologique, elles vendent leurs produits sur les marchés locaux avec un mot d'ordre, la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire est l'objectif des hommes, des femmes et des jeunes qui ont décidé de résister. Nous devons produire ce que nous consommons
en étant présents sur les marchés locaux. C'est la clé du succès. Nous disons que l'alimentation devrait être exclue du traité de libre-échange. L'association Sansecan Tinemi se bat pour la préservation des semences de maïs traditionnelles menacées par l'ALENA. Considéré comme le centre d'origine de la céréale, le Mexique compte plusieurs centaines de variétés de maïs criollo, comme on dit, chacune présentant des caractéristiques culinaires uniques. Certaines servent à la préparation des tortillas, d'autres ont donné leur nom à des plats typiques de la cuisine mexicaine, comme ici le pozole, qui est devenu le symbole de la résistance. Il faut que nous cessions de nous taire. Il faut que nous nous servions de tous les espaces possibles pour dire au monde que nous résistons et dire au gouvernement et à ceux qui prennent les décisions que ce n'est pas comme ça que ça marche. Il suffirait d'un peu de soutien du gouvernement pour que la campagne retrouve sa vitalité, son activité, et qu'elle maintienne sa population qui ne serait plus obligée de chercher du travail dans les villes et encore moins à l'étranger. C'est beaucoup mieux de vivre ici. Nous n'avons rien à envier au Texas. Notre qualité de vie est bien meilleure, l'air que nous respirons aussi, et nous avons une nourriture saine. Nous essayons de vivre de l'agriculture et pour l'agriculture.